est-ce qu'on est écouté de partout? On qui? Bah nous, les Français, tout le monde. Non. On n'écoute pas les Français, on écoute les personnes qui sont les personnes d'intérêt. Oui. Alors, c'est qui les personnes d'intérêt? Bah, vous êtes... Président de la République. Ouais. Il y a qui Premier d'autre? ministre. Ouais. Tous les ministres. Ouais. Les ambassadeurs. La première dame? La première dame. La deuxième dame, la troisième dame, la quatrième dame, etc. Non, c'est pas Castaldi le président. Il n'y a qu'une seule dame, faut arrêter. Non, mais, et donc, ouais, non, c'est vrai. Et donc, et tout le monde est écouté. Il y a aussi des personnalités qui peuvent être écoutées. Tous les gens qui représentent l'intérêt. Ça veut dire que les gens qui sont soit qui ont du pouvoir, de l'argent ou de l'influence. Ah bah, vous êtes écoutés. Ah ouais? Vous, sur ce plateau. Non, là-bas. Non, juste là-bas. Là-bas. Mais vous êtes écoutés. Voilà. C'est vrai? Et vous êtes écoutés au moins par 3 services. Non. Mais non. Bah déjà Mossad. Bah oui, ils vous écoutent quand même. Hein. Ah oui. Puis les Amerlocs. Parce que les Amerlocs, ils écoutent le monde entier. Ça, c'est sûr. Quoi, et puis, de temps en temps, celui... Mais c'est qui ces gars? Ils se disent ce soir, tiens, on va écouter nous. T'as vu qu'il a gagné ou pas de Non, mais c'est donc c'est ça, ils se disent quoi? Non, mais ils deviennent fous, en fait. C'est même pas eux qui Vraiment, vous écoutent. pensez vraiment que moi, je suis écouté? Non, ouais. Ah ouais? Ouais. Parce que l'influence, regardez, vous êtes tous les soirs avec 2 millions en face de vous, vous êtes un influenceur énorme. Et donc, si jamais on veut, par exemple, si Poutine voulait faire vraiment un gros coup, il serait venu ici avec une grosse valise en vous proposant de faire une émission positive sur lui, au lieu de m'inviter comme quelqu'un qui va le critiquer. Ah oui, c'est vrai. Il aurait dit oui. Hein. Ah ouais. Une grosse valise, Mathieu Delormeau aurait dit oui. Moi non. Mais à ce moment-là, si jamais il propose, demandez une grosse valise. Non, je mange pas de ce pain-là. Alors, dans le documentaire, on va en parler dans un instant, vous allez dire combien de personnes sont écoutées en France à peu près. C'est fou ce qu'il dit. Hein. Dans le documentaire, on apprend que Paris pullule d'espions. Voilà, il n'y a pas que des rats dans la capitale, il y a aussi des espions. Regardez. Avec ses 2 aéroports, ses 7 grandes gares, des grands magasins, des quartiers historiques et touristiques, et plus surprenant, des cimetières, la capitale française offre un terrain de jeu idéal pour les agents secrets étrangers. Chaque jour, ces invisibles se fondent dans notre quotidien. Tout Parisien a pu, sans s'en apercevoir, être au milieu d'une opération de renseignement dans un restaurant, la table à côté ou à 2 tables de là. Les Parisiens vivent dans un monde de l'espionnage sans le savoir souvent et heureusement sans s'en apercevoir. Voilà, donc oui. Ce qui m'a frappé dans le doc, Sergueï, c'est que vous êtes présenté comme un agent illégal. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des espions légaux et illégaux? Ouais. Les légaux, c'est ceux qui travaillent officiellement dans les ambassades et d'autres représentations officielles. Et les illégaux, c'est ceux qu'on remarque jamais. C'est les électrons libres, quoi, en fait. C'est sans les contact électrons officiel. libres sous les fausses identités, souvent d'autres pays, etc. Alors, ça veut dire que vous êtes sans contact officiel avec une ambassade et si on venait à vous démasquer, l'ambassade n'irait vous connaître, c'est ça? Absolument. Il dirait on ne connaît pas cette personne. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans les années 60 quand aux États-Unis vous avez regardé le pont des espions. Oui. Voilà, c'est ça. Donc l'ambassade de Russie disait non. Après ils ont passé par les voies impénétrables. Ils lui ont donné un avocat. Et ils lui ont trouvé soi-disant un cousin. Et ce cousin, c'était mon général que j'ai connu quand j'étais au service. C'était pas votre neveu, Pascal? Non. Parce que et là, juste. Elle est nulle. Merci, bah oui, je sais. Ils sont tous à Paris, les espions? Non, pas forcément. Mais en fait, comment on peut reconnaître un espion? Par définition, si vous reconnaissez un espion, c'est qu'il est foutu. Ah ouais? Ah oui. Il peut avoir un espion là autour de la table? Bien sûr. Ah ouais? Bah oui. On est sûr Un espion, c'est quelqu'un qui se fond dans la masse. Ah ouais? Moi, je suis plus un espion parce que tout le monde me reconnaît maintenant. Ah c'est ça. Mais avant, vous fondiez dans la masse. Et on peut être célèbre et espion? Possible. Ah ouais? Possible. Parce que là aussi, c'est ce que j'ai fait aussi, parce que j'avais quand même 14 ans, la télévision. Je paraissais à la télévision. Mais ça tournait en ridicule. Quand j'étais à l'école de KGB, on rentre, on vous donne un faux nom. Et donc moi, je m'appelle Jakov. Jakov pendant 3 ans, à l'école. Jakov. De la fond? Oui. et toute l'école regardait une fois par semaine mon émission dans laquelle il y avait mon vrai nom. Ouais. Donc ils se foutaient de moi. Sacrée anecdote, ça. Oui. Il paraît qu'il y a des lieux qui sont plus propices à l'espionnage, comme les hôtels, par exemple. Il paraît qu'il y a beaucoup d'espionnage dans les hôtels, c'est vrai? Les églises. C'est plus les lieux techniques, ouais. Mais en fait, dans la capitale, les endroits les plus intéressants, c'est les organisations internationales. L'UNESCO? L'UNESCO. Alors, le CE. à votre avis, il y a combien de personnes en France qui sont écoutées?
En France, 47 millions, il y a peut-être 1 million qui est écouté. Non, quand même. Ah ouais. Ah ouais, quand même. 1 million. 1 million. Parce que en fait, vous n'imaginez pas les gens qui sont derrière les écouteurs qui écoutent. C'est les machines qui écoutent. En fait, tout est enregistré. Et après, il y a les algorithmes qui trouvent les mots-clés. Et quand ils trouvent les mots-clés, là, ils se branchent sur la conversation. Et là, il y a l'humain qui arrive derrière. Ah oui. Ah ouais. Et les Américains, en fait... C'est quoi les mots-clés comme ça? On les évite. Hein. Les mots-clés, bombe, espion, KGB, Sergueï, Hanouna... c'est des mots-clés. C'est un mot-clé. Ouais. Hein. Ah ouais, bouffe-moi le cul. Bah oui. Parce que Mathieu Delormeau, là, c'est l'algorithme, là, il est... Voilà. Ça a explosé. Juste, est-ce que... ils sont payés par qui, ces espions? Ça dépend. Ça dépend. La plupart du temps, par les gouvernements. D'accord. Ouais. Ouais. Après, il y a des entreprises privées qui peuvent se payer aussi des espions. Après, il y a des personnalités qui peuvent avoir des espions. Mais la plupart du temps, c'est les gouvernements. Oui, Gilles. Et Sergueï, vous expliquez que, par exemple, le président de la République, le Premier ministre, des personnalités sont écoutées. Oui. Elles le savent, elles ne sont pas plus bêtes. Donc ça veut dire que, sans doute, sachant écouter, elles vont balancer de fausses informations menées par le contre-espionnage pour tromper les espions ennemis. C'est très intelligent. Mais ils croient en fait qu'ils possèdent des téléphones qui sont protégés, qui sont cryptés, et que les services français leur disent c'est impossible de les pénétrer. Et en réalité, les Américains l'ont fait. Et Snowden qui l'a raconté, il a demandé l'asile au pays parce qu'il a révélé ça. On lui a dit non, niet. Et il est parti chez Poutine. Et Snowden, il a quand même raconté que Chirac était sous écoute, Sarko était sous écoute, François Hollande était sous écoute. Angela Merkel, tous les dirigeants. C'était sûr qu'ils sont, sûr qu'ils sont sur écoute. Non, mais sur écoute par des partenaires, par des alliés. Parce que Poutine les écoute, c'est normal. Les Iraniens les écoutent, c'est normal. Le fou nord-coréen les écoute, c'est normal. Sachez que vous êtes tous sur écoute. Hein. Si tout le monde s'écoute, personne ne s'écoute en fait. Si tous les pays s'écoutent, alliés et ennemis, finalement, personne n'apprend rien. Si, tout le monde s'écoute parce qu'il y a les machines qui savent trouver l'information. Ils vont après cibler l'information, ils vont écouter précisément les conversations qui les intéressent. C'est fou. Ah ouais. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que si la personne que vous avez dans vos contacts est écoutée, vous êtes écouté automatiquement. Merde. J'ai écrit ce matin un SMS. Vous êtes mort. Tony, qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Tu connaissais Sergueï, l'espion? Oui, mais je suis un peu sceptique, moi. Pourquoi? Que les grandes nations écoutent, c'est normal, c'est de tout temps, ça date pas de maintenant. À l'époque de Mata Hari et des espions, il y en a toujours eu. Mais Sergueï, je peux te poser une question. Tu es espion, ou tu as été espion? Je ne suis pas espion. Déjà, on déteste le mot espion. Je ne suis pas un espion, je suis un officier de renseignement. Un officier de renseignement, exactement. Et tu crains pas avec tout ce que... J'ai expliqué ça 1000 fois, j'ai dit ça 1000 fois. Il me protège. Là, je suis là, vous me protégez. La visibilité. Mais les gars, regardez les interviews que j'ai déjà fait. Achetez mon livre. Je veux acheter ton livre. Ah ouais, vraiment? Ouais. À combien il est ton livre? Il est épuisé. Une des révélations incroyables qu'on a pu voir, regardez, c'est un extrait, c'est l'église orthodoxe russe de Paris, située à quelques pas de la Tour Eiffel. Elle se trouve à côté d'une antenne de l'Élysée et il y aurait des antennes dans le toit de l'église qui capteraient tout ce qui se dit dans le bâtiment d'à côté. C'est incroyable. L'église se trouve géographiquement à côté d'un bâtiment qui est à sa droite, qui est annexe de l'Élysée. Vous avez des appartements, des hauts fonctionnaires qui travaillent autour du président de la République. Des membres du cabinet de l'état-major particulier d'Emmanuel Macron ayant accès à des informations sensibles sont donc logés dans ce palais de l'Alma qui touche la cathédrale et le centre culturel orthodoxe russe. Rien ne dit que le contour de ces bulbes ne cache pas d'antenne pour écouter, entre autres, déjà l'annexe de l'Élysée qui est à côté. Évidemment que ça doit servir pour le renseignement russe d'une façon ou d'une autre. C'est impossible que ce ne soit pas le cas. C'est incroyable. D'autant plus que dans le doc, ce qui est absolument génial, c'est qu'on voit Vladimir Poutine inaugurer cette église en mai 2017. Est-ce que vous pensez, Sergueï, qu'en mai 2017, Poutine a déjà tout dans la tête de ce qu'il va faire aujourd'hui? C'était pas impossible parce qu'il avait déjà en 2008, quand il a attaqué Géorgie, il avait déjà en tête l'Ukraine. Ah ouais, d'accord, donc c'est possible. Alors, on parle aussi des antennes sur le toit de l'ambassade russe. En parlant des écoutes, il y aurait même des antennes donc, sur le toit. Ça aussi, c'est complètement fou. Vous confirmez ça?
Oui, tout à fait. Bah, je l'ai raconté dans le documentaire, je le confirme. Donc en fait, les antennes, il y en a plusieurs. D'abord, il écoute tout ce qui est sécurité à l'intérieur de Paris. Parce que quand les espions sur le terrain, il faut assurer leur sécurité. Ça veut dire nous avons des techniciens à l'ambassade, à l'antenne du KGB, qui commencent à écouter la police, les pompiers, etc. pour savoir si rien d'anormal ne se produit. S'ils voient qu'il y a un tout petit peu de plus de conversation dans tel point, là où il va se passer une opération, ils vont se dire tiens, ils sont au courant peut-être, et là ils vont envoyer un signal, on annule l'opération. Oui, comment réagit le gouvernement français quand il apprend qu'il y a potentiellement des antennes dans l'église russe? Est-ce qu'il a le droit de vérifier, par exemple? Non. Il n'a pas le droit de vérifier parce que c'est le territoire de l'ambassade de Russie, donc c'est couvert par l'immunité diplomatique. Et d'ailleurs, c'est un scandale cette église. Hein. C'est un scandale. Parce que la constitution russe interdit, fait la séparation entre l'église et l'État. Et cette église a été construite avec le budget de l'État russe. Et ni le maire de Paris, ni le gouvernement français n'a jamais interdit ça. C'est un scandale. Alors, il y a un autre truc qui est incroyable aussi, c'est que l'ambassade américaine, située à seulement 500 mètres de l'Élysée et du ministère de l'Intérieur, a installé des bâches avec des fausses fenêtres sur son toit pour cacher un centre d'écoute. C'est fou ça. Et on peut rien faire. Bah non, parce que ça leur appartient. D'ailleurs, c'est un jeu assez extraordinaire. Il y a une convention de Vienne de 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires. Cette convention dit qu'on ne peut pas utiliser les ambassades à d'autres fins qu'à des fins diplomatiques. Dans toutes les ambassades, vous avez des services d'espionnage que tout le monde sait que ce sont des services d'espionnage. Tout le monde peut les nommer, le nôtre, les Américains, etc. etc. et personne ne dit rien. Donc, à la limite. 157 ambassadeurs à Paris, 157. C'est fou. Ils ont écouté partout. Après, les petits pays n'ont pas les moyens parce que l'espionnage, ça coûte beaucoup. Hein. Alors, comment on fait pour devenir espion? C'est la question qu'on se pose, mine de rien. Parce que, non, moi, on peut postuler, nous. Vous allez sur le site du service d'espionnage qui vous intéresse. Maintenant, il y a une page. Vous voulez devenir espion, postulez, vous remplissez le formulaire. Puis après, quelqu'un va vous contacter, faire une enquête sur vous. Vous passez des tests et si vous convenez... C'est quoi les tests? Ça dépend pour quel service vous allez travailler. Parce que service d'espionnage, on peut vous prendre comme secrétaire. Hein, juste taper les rapports. Hein, pas vous, Cyril, mais une personne. Oui. Est-ce que vous, Sergueï, vous avez été formé à vous battre, par exemple? Vous savez particulièrement bien vous battre, manier les armes, tout ça? Ça, c'est un mythe. En fait, les espions, c'est les clercs. C'est pas James Bond. C'est les clercs de notaire. En fait, notre travail, c'est l'information. Nous, on cueille l'information et on donne l'information à nos gouvernements. On nous a appris la base. La base, c'est-à-dire que quand on rentre à l'école d'espionnage, on fait 3 semaines de stage commando. Ça veut dire, moi, je suis allé dans la division de Toula, de parachutistes. On saute avec un parachute une fois, juste pour savoir si on a... donc il y a 2 personnes qui ont eu peur, donc éliminées. Après, on vous apprend un tout petit peu les bases d'autodéfense. C'est pas forcément l'agression, parce que des fois vous allez donner rendez-vous à votre source que vous avez recrutée et avec laquelle vous échangez des documents qui se passent dans les quartiers pourris. Et donc pour être sûr que vous ne craignez pas forcément, il faut être sûr de soi, quoi. C'est tout. Oui. Est-ce qu'un espion peut être espionné? Est-ce que, comme pour la police des polices, il y a des services d'espionnage d'espions? Bien sûr. Nous avons notre service de sécurité à l'intérieur de notre service. Nous avons le service de contre-espionnage extérieur. Et puis, nous avons les services en face qui veulent nous espionner. Donc, tout le monde est espionné. À la limite, c'est ça. Sergueï, quand même, dans le documentaire, on voit qu'il y a des opérations armées. Il y a des espions qui tuent des gens. On connaissait le parapluie bulgare empoisonné. Donc je suppose que parmi les Russes, les techniciens russes, les gens de l'ambassade de Russie, peut-être vous, il y a des gens qui mènent des opérations avec des armes pour éliminer des rivaux à Paris. Oui, absolument. Mais en même temps, il faut bien comprendre que ce sont les exceptions. Oui. Le quotidien d'espion, c'est très chiant. C'est les papiers. Après, il peut y avoir des choses. Donc peut-être actuellement, puisque je passe déjà, je ne sais pas combien de fois sur votre plateau, ils vont se dire, ils nous cassent les pieds et on va peut-être l'éliminer. Donc il y a peut-être une cellule à l'ambassade de Russie qui commence à travailler sur moi. Et donc, si jamais ça se passe, je compte sur vous pour me faire un bel hommage. Un bel hommage possible. Vous serez dans la rubrique de Sacha Elbaz. Vous serez dans l'indice de la rédac, ne vous inquiétez pas. Oui, Tony. Sergueï, une petite question. Ouais. M'intéresse. Est-ce que la Corse est espionnée? Bah oui, bien sûr.
Et pourquoi vous nous espionnez vous serez espionné pourquoi pourquoi on espionne la Corse? Pourquoi on espionnerait la Corse? Parce que vous avez un mouvement nationaliste qui fout la merde en France. Et enfin, entre guillemets, hein, c'est en fait. On fout la merde en Corse, parce qu'en France. En Corse, en France. Oui, et donc, du coup, on vous espionne pour avoir le pied aussi là-dedans. Parce que si jamais Poutine veut, par exemple, créer quelque chose de mauvais, des tensions dans le pays, il va peut-être recruter quelqu'un en Corse et il va faire comme si c'était les Corses qui ont fait ça. Comme ça, on vous fait porter le chapeau. Et puis, lui, il est très content. Alors, il y a des gens qui disent aussi que vous serez encore espion et que vous viendriez dans l'émission pour nous espionner. Bah, le truc, c'est que, en fait, quoi que je dise, personne ne va croire. C'est ça. Quoi que je dise. Ouais. Après, le truc, c'est qu'il y a des gens qui disent mais pourquoi il est là? Pourquoi il nous raconte tout ça? Pourquoi les autres ne viennent pas? On a essayé depuis ce matin, avec votre prod, de trouver, parce que j'ai des amis espions français, on les a invités, ils ont dit non, on ne veut pas. Ah oui. Parce que eux, ils ont l'obligation de réserve, ils n'ont pas le droit de le dire. S'ils le disent, ils vont en tôle. Moi, je suis protégé par mon statut de réfugié, donc j'ai une énorme chance de raconter tout ça. Et je suis quasiment la seule personne en France à pouvoir le faire.